Les États-Unis étaient jusqu'à récemment le protecteur, le défenseur du monde libre. Il est clair maintenant que ce n'est plus le cas. L'Europe se prépare en conséquence à assurer sa sécurité et sa défense sans compter sur les Américains. Les 27 dirigeants européens sont réunis à Bruxelles pour un sommet sur l'Ukraine et ce, quelques jours à peine après la fameuse altercation entre le président Trump et le président Zelensky dans le bureau ovale. La Commission européenne a présenté un plan pour créer un fonds de 800 milliards d'euros afin de réarmer l'Europe. Le président Zelensky, qui assistait à la réunion, s'est dit reconnaissant envers les Européens en soulignant que les Ukrainiens se sentent appuyés en cette période où les attaques russes sont très dures. During all this period and last week, you stay with us, and of course from all the Ukrainians, from all our nations, big appreciation. We are very thankful that we are not alone. Alors, pour essayer de comprendre un peu la situation, la complexité de la situation, je dirais, je retrouve le journaliste Régis Janté, auteur du livre « Notre homme à Washington ». Il s'agit d'un essai percutant sur les liens entre Donald Trump et la Russie. Alors, bonsoir, M. Janté. Bonsoir à vous. On assiste depuis peu à un rapprochement aussi spectaculaire qu'inquiétant entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce que vous dites, entre autres, dans votre livre, c'est que, en fait, ça n'a rien d'étonnant parce qu'il y a des décennies que les Russes cultivent leur relation avec Trump. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui était assez connu, mais là, j'ai essayé de rassembler tous les éléments qu'on pouvait avoir. Et moi, qui suis un spécialiste de l'ancien espace soviétique, j'ai aussi regardé comment l'URSS et puis la Russie, eh bien, on fait cela, quoi. Mais effectivement, c'est une vieille histoire qui remonte. Bon, on peut la faire remonter à plusieurs moments, mais ce qui est important, c'est le premier voyage de Monsieur Trump à Moscou en 1987. On sait comment a été organisé ce voyage, comment on l'a approché, qui a techniquement fait mettre Monsieur Trump et son épouse d'alors dans l'avion. Et là, on voit que c'est carrément une opération du KGB très bien organisée, très très subtile. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver là-bas. Et dès son retour de son voyage à Moscou, pour la première fois, on entend flotter dans les rumeurs à Moscou et aussi à Washington qu'il ferait un très bon présidentiable. C'est peut-être un concours de circonstances, mais tout de même, c'est assez choquant. Et puis, quelques semaines plus tard, il va publier une lettre ouverte au peuple américain dans 3 grands journaux américains pour dire qu'il faut cesser de payer pour les autres membres de l'OTAN. Alors c'est aussi quelque chose qui se disait à l'époque dans le parti républicain et peut-être que ça vient de là, mais ça vient juste après ce voyage à Moscou et c'est tout ce que Moscou voulait entendre. Alors, pourquoi ce voyage-là a été aussi important? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'on le sait? Non, sur le voyage, on le sait pas. Ce qu'on voit, c'est qu'ensuite, à partir de ce moment-là, il va être véritablement cultivé. Il y a tout un nuage de personnes, de mafieux, d'oligarques, de diplomates, d'espions qui va tourner autour de Trump. Et j'ai fait un peu cette galerie de portraits dans mon livre. C'était la partie la plus intéressante à écrire. On fait des portraits de personnages qui l'ont cultivé, qui ont tourné autour de lui, qui ont investi dans ses projets immobiliers, qui ont blanchi de l'argent dans ses casinos. Parfois au moment où il allait faire faillite, ou en tout cas où c'était délicat. Donc cet argent était toujours le bienvenu. Et c'est précisément ce qui s'est passé, parce que selon mes sources, par exemple dans le renseignement américain, et puis quand on regarde comment travaillait à l'époque le KGB, on comprend que M. Trump a probablement été ce qu'on appelle un contact confidentiel. C'est-à-dire que c'est pas un agent, c'est pas quelqu'un qui est recruté pour en étant payé pour ramener des informations, par exemple, mais c'est quelqu'un qui sait peut-être même pas vraiment qu'il travaille pour le KGB en l'occurrence, mais qui est cultivé, c'est-à-dire qu'on lui fait rencontrer des gens, on l'aide dans sa carrière, on fait circuler de l'argent à travers ces circuits, et c'est comme ça que, aussi en s'appuyant sur son ADN, son propre ADN politique, indépendamment de la Russie, sa vision du monde, si vous voulez, son idéologie, eh bien, on le fait servir ses propres intérêts, et ça ressemble effectivement à toute l'histoire de M. Trump et des Russes depuis 40 ans maintenant. Alors, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Donald Trump a une dette envers Moscou? Pas véritablement, parce que le rapport de M. Trump avec les dettes est très particulier. J'ai beaucoup lu, évidemment, pour faire ce livre, et notamment une excellente biographie en anglais sur lui, de quelqu'un qui le connaît très très bien, et qui montre que lorsqu'il avait des prêts à rembourser, s'il n'a pas envie de les rembourser, il les rembourse pas, il invente des prétextes les pires qui soient. Donc c'est pas un personnage qui a des dettes envers qui que ce soit. Cela dit, effectivement, il y a certainement beaucoup d'argent qui a circulé à travers de la mafia russe, par exemple, de la mafia soviétique, ou à travers des banques.
Et bon, il le sait certainement, il a dû comprendre évidemment que cet argent-là n'arrivait pas par hasard. Ça dit, c'est quelqu'un qui ne regarde pas d'où ça vient. Donc on est dans un entre-deux. Je pense pas qu'il se sente véritablement redevable. Il sait que ça pourrait lui nuire, et ça l'avait beaucoup inquiété. Par exemple, lors de la première élection en 2016, sa première élection à la présidence, où il y avait des fortes informations comme quoi il avait été élu grâce aux Russes, et ça l'avait quand même beaucoup embêté. Donc c'est quelque chose qui le tient, mais c'est pas tout à fait suffisant parce que c'est Donald Trump. Oui, alors comment on peut expliquer finalement que l'agenda de Poutine et celui de Trump commencent à suivre des lignes, disons, parallèles? Très convergentes même. Oui. Vous avez raison. Non, mais je crois que c'est ce que je venais d'expliquer, c'est-à-dire que c'est à la fois, effectivement, on l'a cultivé, donc il a des liens, il a des gens qui évoluent autour de lui, qui lui parlent bien, qui lui mettent de l'argent dans la poche et qui le valorisent. Ça, c'est très important. Mais par ailleurs, encore une fois, il y a ce qu'il est par lui-même, indépendamment des Russes, par sa culture. C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup la démocratie, on l'a compris. C'est quelqu'un qui pense que les relations internationales doivent être basées sur la force. Vous l'avez bien compris, vous, au Canada, ces derniers temps. C'est quelqu'un qui pense effectivement qu'il y a les mêmes ennemis que M. Poutine en réalité. Ce qu'il appelle, vous savez, Trump dit souvent « I hate nice people », je déteste les belles gens, les gens éduqués, les démocrates, les socialistes et tous ces gens-là. Donc ils ont un peu les mêmes ennemis en politique internationale, en tout cas avec M. Poutine. Donc c'est à la fois une convergence de vues qui est en fait accentuée par le fait qu'on l'a cultivé et qu'on a un peu de compromis sur lui, effectivement. Bon, alors, à la lumière de ce qu'on lit ici, en tout cas, pour ce qui est des journaux, des magazines européens, on voit bien que les Européens commencent à comprendre très bien quelles sont les intentions de Donald Trump à l'égard de l'OTAN, par exemple, ou à l'égard quant à la politique internationale. Mais est-ce que vous avez le sentiment, dans tout ce que vous lisez, ce que vous regardez, que les Américains comprennent tout ça, comprennent, par exemple, ces liens entre Donald Trump et Poutine? Non, j'en suis pas certain, pas dans son électorat, et c'est pas faute d'avoir l'information. L'information est disponible. Il y a beaucoup de choses dans mon livre qui sont des choses que vous pouvez lire dans des livres aux États-Unis, dans des articles de presse sur Google. Vous pouvez passer des journées entières à lire tout cela. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Non, ils le sont pas parce que vous savez, l'électorat de Monsieur Trump, tout électorat, mais a fortiori sans doute le sien, est un électorat aussi passionnel, et donc peu importe ce qu'il en soit de la vérité, vous pouvez avoir des gens qui se disent catholiques ou chrétiens et qui votent pour lui, et quand bien même on sait que ses mœurs ne sont pour le moins pas très catholiques ou pas très chrétiennes, justement. Donc c'est pas véritablement le problème, et lui parvient à justement passer par-dessus ça. Donc même si on prouvait par A plus B, ou si on sortait le dossier du KGB pour le montrer, il n'est pas certain que ça aurait un impact. Bon. En terminant, est-ce qu'on peut arriver à comprendre quelles sont véritablement ses intentions avec l'OTAN, par exemple, ou à l'égard de l'Europe? Moi, j'ai vraiment l'impression parce que vous savez, souvent, il sort son argument économique sous prétexte d'économie. Alors, on fait telle et telle chose, il faut imposer des droits de douane sur le Canada ou sur l'Europe. Moi, je pense que souvent, ce sont des choses qui sont pas vraies. Ça sert à cacher la vérité, ça sert à cacher ses réelles intentions, qui sont souvent beaucoup plus idéologiques. Et je crois que c'est ce qui m'inquiète, à vrai dire, pour le sort de la démocratie dans le monde libéral, parce qu'on va avoir un Trump qui, comme par hasard, ne s'attaque qu'aux démocraties libérales, justement. Il ne s'attaque pas avec ses droits de douane aux dictatures environnantes. Vous voyez, dans le cas de l'Ukraine, il explique que Zelensky est un dictateur. Il le dit pas de M. Poutine. Il explique que M. Zelensky a commencé la guerre. Il le dit pas de M. Poutine, ce qui semble être plutôt l'évidence, évidemment. Et tout est comme ça. Donc, je crois que c'est une vision du monde qu'il a, qui consiste à vouloir véritablement affaiblir les démocraties libérales. Et la théorie que j'ai essayé de développer, qui est assez personnelle, qui est liée à mon expérience dans les affaires internationales, en tant que journaliste à l'international, c'est que vous savez, la politique intérieure est souvent celle qui détermine la politique extérieure. Et lui, on sait aussi qu'il est très entouré, et j'en ai parlé dans mon livre, de juristes qui veulent, qui lui servent à réinterpréter la Constitution américaine afin d'établir un régime qui ne soit plus la démocratie américaine qu'on connaît. Et dans ce cas-là, si vous sortez de la démocratie, vous avez besoin d'une sorte de légitimation sur la scène internationale, notamment par des gens comme M. Poutine ou M. Orban, par exemple. Oui, tout à fait. Merci, Régis Janté, pour cet entretien. Merci bien. Merci à vous.